La tension monte entre Israël et les États-Unis ces derniers jours, particulièrement depuis que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution appelant à un cessez-le-feu à Gaza, et ce sans que les États-Unis ne s'y opposent, et alors que la situation à Gaza est toujours aussi catastrophique. C'est donc l'occasion aujourd'hui de mieux comprendre ce qui se joue ici et pourquoi cette évolution potentielle de la posture américaine pourrait impacter la situation. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, et c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Ce lundi donc, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a adopté pour la première fois une résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Cette résolution, plus précisément, elle demande un cessez-le-feu pendant la durée du Ramadan, qui est déjà entamé depuis plus de 2 semaines et qui se finira le 9 avril, ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle des 130 otages toujours retenus à Gaza par le Hamas. Il faut comprendre que jusqu'ici, il n'y a aucune résolution concernant un cessez-le-feu à Gaza ou une libération de tous les otages qui avait été adoptée par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. En effet, il faut tout de même rappeler que pour qu'une résolution soit adoptée par ce Conseil de sécurité de l'ONU, elle doit recueillir au moins 9 votes favorables parmi les 15 membres, mais surtout, et c'est peut-être l'élément le plus important, aucun des 5 membres permanents ne doit s'opposer. Parmi les membres permanents, on retrouve les États-Unis, et les États-Unis s'étaient opposés à 3 reprises à des résolutions qui appelaient à un cessez-le-feu. Un peu plus tard, il y a quelques jours, ils ont fini par déposer leur propre résolution pour un cessez-le-feu, une résolution qui insistait sur, je cite, la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et durable en lien avec la libération des otages. À ce moment-là, c'est la Chine et la Russie qui avaient mis leur veto. Et donc là, je le disais, finalement, une résolution a bien été adoptée, une résolution donc que les États-Unis n'ont pas bloquée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis de veto. Mais par contre, on peut noter qu'ils n'ont pas voté pour autant. En fait, les États-Unis se sont tout simplement abstenus, donc ça n'a pas empêché l'adoption, mais ce n'est pas une adhésion non plus. Les États-Unis justifient cela par le fait que la résolution ne condamne pas explicitement le Hamas. Quoi qu'il en soit, c'est donc une première qui symboliquement marque quelque chose d'important. Mais ce qu'il faut comprendre sur ces résolutions, c'est qu'elles ne sont pas contraignantes, donc il n'y a pas d'obligation de la part du Hamas ou de l'armée israélienne de le respecter. Et pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, cette résolution doit être désormais mise en œuvre et un échec serait impardonnable au vu de la situation humanitaire catastrophique sur place et du risque de famine qui grandit et qui se propage chaque jour. Mais alors, quelle a été la réaction d'Israël suite à l'adoption de cette résolution ? Eh bien, signe d'une forme de tension. Une fois que cette résolution a été adoptée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annulé la visite de 2 ministres israéliens aux États-Unis. Par ailleurs, un communiqué publié par le bureau du Premier ministre indique également que selon eux, je cite, cette résolution donne au Hamas l'espoir que la pression internationale forcera Israël à accepter un cessez-le-feu sans la libération des otages. Toujours selon Netanyahou, je cite, Israël n'a pas le droit moral d'arrêter la guerre tant qu'il y a des otages à Gaza. Le New York Times a publié le portrait d'une ex-otage israélienne, Amit Soussana, qui raconte les violences sexuelles qu'elle explique avoir subies lorsqu'elle était en otage à Gaza. La situation des otages à Gaza est donc un point extrêmement important pour les Israéliens, mais un certain nombre d'Israéliens doutent aussi de la stratégie de Netanyahou. Face au bilan humain colossal, on en a déjà beaucoup parlé, on continue à en parler régulièrement, face aussi au risque de famine pour les Palestiniens, mais aussi face au risque que des opérations, y compris dans le sud de Gaza et à Rafah, pourraient compromettre la capacité de ramener vivants les derniers otages israéliens. Réaction intéressante qu'on peut noter du côté des États-Unis, qui sont donc un allié historique d'Israël. La Maison-Blanche a assuré que cette abstention ne constituait pas un changement de cap dans son soutien à Israël. D'ailleurs, John Kirby, qui est le porte-parole américain du Conseil de sécurité nationale, a insisté sur le caractère non contraignant de cette résolution, mais aussi sur le fait que les États-Unis
continuent à livrer des armes à Israël. C'est un point qu'il faut souligner ici, les États-Unis sont de très loin le premier fournisseur d'armes à Israël. Entre 2013 et 2022, c'est 69% des armes importées en Israël qui venaient des États-Unis, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Et les États-Unis ont continué à fournir plusieurs milliers de bombes et de missiles guidés à Israël depuis octobre. Cependant, on peut noter qu'aucun inventaire détaillé n'a été fourni depuis le 7 octobre. En attendant à Gaza donc, les bombardements se poursuivent et près de 32 500 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre selon le Hamas, seule source disponible sur place. Un bilan qui a été relayé par de nombreuses ONG et organisations internationales qui sont présentes sur place. Encore dans la nuit, des bombardements ont encore frappé le sud de Gaza. Alors vous l'aurez compris, il y a une forme de discours double du côté des États-Unis. Les États-Unis sont un allié historique d'Israël et ce depuis sa création en 1948. Ils ont aussi un soutien militaire important et là aussi donc on l'a vu. Mais en 5 mois, eh bien on sent que les rapports et les relations entre les deux pays se sont dégradés. Ces dernières semaines, le président américain Joe Biden a par exemple ouvertement critiqué le premier ministre israélien. Début mars, il a notamment estimé que Netanyahou, je cite, faisait plus de mal que de bien à Israël par sa conduite de la guerre à Gaza. Par ailleurs, ce mardi, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a affirmé que le nombre de victimes civiles est beaucoup trop élevé et l'aide humanitaire beaucoup trop faible, et ce alors que des organisations humanitaires accusent Israël de ne pas ouvrir suffisamment les frontières pour faire entrer de l'aide humanitaire. Il y a aussi ces tensions particulièrement importantes concernant la situation à Rafah. Rafah, c'est cette ville au sud de Gaza où se trouvent près d'1,5 million de Palestiniens d'après l'ONU. Les États-Unis estiment qu'aucun plan cohérent pour leur évacuation n'a été présenté pour le moment par Israël. Par ailleurs, je le disais, le bilan humain très important et cette crise humanitaire ont aussi participé à faire évoluer la position des États-Unis. D'après l'Organisation des Nations Unies, sans action urgente, la famine sévira dans la bande de Gaza d'ici le mois de mai. On peut noter enfin qu'il y a aussi un enjeu électoral pour les États-Unis. En effet, il y a la présidentielle américaine au mois de novembre qui va donc opposer Donald Trump à Joe Biden. Joe Biden, au sein de son camp, fait face à des critiques de plus en plus importantes, avec un certain nombre de politiques et de militants qui réclament davantage de fermeté face à Israël. On verra donc comment est-ce que tout cela évolue. Ça me semblait intéressant de faire un point aujourd'hui. Je vous mets des liens directement en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Les 27 membres de l'Union européenne ont approuvé ce mardi à Bruxelles une révision de la politique agricole commune, donc la PAC, qui impose notamment des obligations écologiques aux agriculteurs en échange d'aides financières. Alors je vais pas vous dire toutes les modifications qui ont été apportées, mais par exemple, les agriculteurs ne seront plus obligés de laisser au moins 4% de leurs terres en jachère ou en surface non productive, et en cas d'événements climatiques imprévus, ils pourront obtenir des dérogations temporaires et ciblées à certaines conditions de la PAC. Cette révision, elle fait notamment suite aux mobilisations des agriculteurs qui durent depuis plusieurs mois en Europe. Une quinzaine d'ONG de défense de l'environnement ont critiqué cette réforme dans une lettre où elles accusent l'exécutif européen d'avoir, je cite, cédé au faux discours qui oppose l'environnement à l'agriculture alors qu'il est prouvé qu'ils dépendent l'un de l'autre. Le Parlement européen doit encore valider le texte lors de sa session du 22 au 25 avril, la dernière avant les élections européennes. Deuxième actu, la France livrerait en secret des équipements militaires à l'armée israélienne. C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans une enquête des médias Disclose et Mars Actu publiée ce mardi. D'après eux, la France aurait autorisé fin octobre la livraison à Israël d'au moins 100 000 pièces de cartouches pour des fusils mitrailleurs qui seraient susceptibles d'être utilisés contre des civils à Gaza. Alors dans la foulée de la publication, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a démenti ces accusations lors d'une conférence de presse. Selon lui, les ventes françaises d'équipements militaires et d'armement à Israël concernent uniquement du matériel défensif ou destiné à la réexportation. Il a alors affirmé que le matériel dont parle l'article a vocation à être réexporté depuis Israël vers d'autres clients et qu'Israël n'a pas le droit de l'utiliser dans la bande de Gaza. Troisième actu, en France, une proposition de loi sur la discrimination capillaire est présentée ce mercredi à l'Assemblée nationale. L'objectif, c'est de sanctionner cette discrimination qui consiste à critiquer une personne sur sa coupe de cheveux, sa couleur de cheveux, sa longueur ou sur la texture de ses cheveux. En fait, d'après une étude américaine menée par LinkedIn et Dove en 2023, près de 2/3 des femmes noires changent de coupe de cheveux avant un entretien d'embauche pour éviter toute discrimination. Mais pour le député de Guadeloupe Olivier Servat, du groupe parlementaire LIOT qui porte ce texte, cette discrimination ne concernerait pas que les personnes noires, puisque selon
selon lui, une femme blonde sur 3 doit changer de couleur de cheveux pour paraître plus intelligente au sein de l'entreprise. Si le texte passe, une personne faisant de la discrimination capillaire pourrait encourir jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende, on vous tiendra au courant. Quatrième actu, près d'un enfant sur 6 âgé entre 11 et 15 ans déclare avoir été harcelé en ligne en 2022 selon un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié ce mercredi. Il s'agit d'un chiffre en hausse depuis 4 ans. Concrètement, 15% des garçons et 16% des filles ont dit avoir été harcelés en ligne pendant les derniers mois au moins une fois. Alors l'une des raisons qui pourrait expliquer cette hausse selon l'OMS, c'est la pandémie du Covid-19 qui a modifié la façon dont les adolescents interagissent aujourd'hui. En tout cas, le directeur de l'OMS a déclaré qu'il s'agissait, je cite, d'un signal d'alarme qui nous invite tous à lutter contre le harcèlement et la violence. Cinquième actu, aux États-Unis, les recherches pour retrouver des survivants après l'effondrement du pont Francis Scott Key à Baltimore ont été suspendues. On vous en parlait ce mardi, le pont s'est écroulé ce mardi matin après avoir été percuté par un navire de marchandises. 2 personnes ont été rescapées et 6 personnes portées disparues sont donc présumées mortes, a annoncé un responsable des gardes-côtes. Les victimes présumées seraient toutes des ouvriers des travaux publics qui travaillaient sur le pont au moment de l'effondrement. Sixième actu, en France, l'université de Nantes, en Loire-Atlantique, a porté plainte ce mardi après avoir découvert des tags antisémites sur son campus et notamment une croix gammée. Elle a porté plainte pour dégradation de biens publics et incitation à la haine. Selon l'association France Université, 67 actes antisémites ont été recensés dans les universités et les grandes écoles françaises depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. À titre de comparaison, 33 actes antisémites avaient été recensés au cours de l'année 2022-2023. Et on finit avec cette actu, Emmanuel Macron et le président brésilien Lula ont annoncé ce mardi lever 1 milliard d'euros d'investissement vert pour la forêt amazonienne depuis le Brésil. Concrètement, des fonds publics et privés seront levés sur les 4 prochaines années pour l'Amazonie brésilienne et française côté Guyane. Ce plan devra conjuguer, je cite, la conservation et la gestion durable des forêts avec la valorisation économique des territoires en plaçant les peuples autochtones et les communautés locales au cœur des prises de décision. D'ailleurs, toujours mardi, en pleine forêt du Brésil, Emmanuel Macron a attribué la Légion d'honneur à Raoni Metukthierry, une figure internationale de lutte pour la préservation de la forêt amazonienne. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref, pas plus d'actualités dans l'immédiat. Rendez-vous sur Instagram si vous voulez plus d'infos ou plus d'actu. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.